Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Radio Circulab. Je suis hyper heureux en ce moment même puisque je suis accompagné de quelqu'un que j'admire beaucoup. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Brieux, ravi d'être là. Donc Jean-Pierre Gou, on va passer du temps évidemment sur ton parcours, tu vas pouvoir te présenter, mais peut-être rappelle-nous en quelques mots ton actualité brûlante du moment. Ouais, ben là, je sors un nouveau roman qui s'appelle Révolution bleue. C'est une trilogie dont le premier tome s'appelle La Petite Princesse, qui sort le 1er février aux éditions Erol. Et voilà, c'est un roman qui raconte une révolution écologique mondiale qui fonctionne. Alors évidemment, avant qu'elle fonctionne, il y a un certain nombre de conditions à réunir. Et les héros sont mis vraiment à contribution pour arriver à faire fonctionner cette révolution, qui est une révolution par l'enthousiasme et la créativité, mais aussi par l'activisme et par la détermination. Voilà. Tout à fait. On va y revenir, mais est-ce que déjà tout simplement tu peux te présenter rapidement ton parcours ô combien riche? Alors moi au départ je suis ingénieur, après je me suis spécialisé en recherche en mathématiques et j'avais choisi cette voie-là parce que j'étais persuadé au départ que les sciences étaient la voie qui nous permettrait de réconcilier l'humanité et la planète. Et je me disais, c'est juste que les gens n'ont pas compris les problèmes. Moi, j'ai été diplômé d'école d'ingénieur en 96, donc ça fait un moment maintenant. Et à l'époque, je me disais, les gens n'ont pas compris. Le jour où ils auront compris, bah, c'est simple, l'humanité mutera. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que le changement, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a des structures individuelles, des structures collectives. Et donc, en me penchant un peu plus sur ces questions-là, je me suis intéressé à l'humain, je me suis intéressé à comment fonctionne le monde, à l'économie, à la géopolitique. Et j'ai toujours continué à travailler dans le domaine des maths, de la transition énergétique. Je travaillais pour le ministère américain de l'énergie. Puis après, j'ai créé une start-up en France, puis une autre à chaque fois dans les maths ou dans la gestion des marchés de l'énergie. Et j'ai toujours été, on va dire, assez frustré par le manque de vision qu'avaient les politiques en France et en Europe, avec qui je travaillais beaucoup, derrière cette transition écologique, c'est-à-dire sur le pourquoi on fait ça. C'est-à-dire que le pourquoi était pas chevillé au corps. Le seul pourquoi éventuellement de certaines personnes, c'était pour éviter la fin du monde. Mais pour moi, il y avait quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant, c'est-à-dire de faire ça au nom d'une vision. Et moi, je voyais cette transition comme étant probablement la période la plus intéressante de l'histoire de l'humanité, la plus enthousiasmante, parce qu'en gros, on doit tout réinventer partout, et c'est génial d'être à ce moment-là, et surtout de pouvoir se dire, moi, à mon petite échelle, j'ai fait une partie de ce grand puzzle, et voilà, j'étais sidéré de voir que les gens soient pas plus enthousiasmés que ça. Et puis, je trouvais pas non plus de récits qui soient enthousiasmants, c'est-à-dire que la plupart des récits qui étaient écolos étaient souvent des dystopies, c'est-à-dire qui racontaient comment tout allait mal parce que la Terre se réchauffe, parce que vous allez avoir plus de tempêtes, parce que vous allez avoir des perturbations de l'eau, et de me dire que les seules choses qu'on pouvait faire en termes de prospective, c'était d'étendre le pire de ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour moi, ça suffisait pas. C'est-à-dire que moi, je voyais à la fois des toutes petites choses, mais chez les humains, il y a des humains extraordinaires qui font des choses extraordinaires, et puis il y a toutes ces forces de la nature qui demandent qu'à nous aider, et je me disais, avec ça, on doit pouvoir composer un récit. Et quand on fait de la prospective, moi j'ai été pendant 5 ans président de l'Institut des Futurs Souhaitables, qui est un institut de prospective. Un bon prospectiviste, c'est pas quelqu'un qui extrapole tout ce qu'il y a de pire aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va chercher ce qu'on appelle les faits porteurs d'avenir, c'est-à-dire des signaux faibles, et qui se dit, si ça passait à l'échelle, qu'est-ce qu'il faudrait déjà pour que ça passe à l'échelle, et qu'est-ce que ça peut amener comme disruption. Et on voit bien, le monde est fait d'incertains, il y a des tas de choses qui viennent toujours chambouler les grands plans, et le monde n'est pas linéaire, voilà. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter dans un roman. Donc j'avais commencé à écrire une première saga qui a été publiée il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Siècle bleu, dans lequel je racontais le début de cette révolution écologique mondiale jusqu'à la prise de conscience. Et puis là, ça fait 10 ans que je réfléchis à la suite, qui est de se dire, bon, bah, une fois qu'il y a la prise de conscience, comment on fait et à quoi on va se heurter, quoi. Et en fait, ça fait 10 ans que je réfléchis à ça. C'est une question qui est extrêmement complexe parce que
par mon précédent roman et puis par ces fonctions à l'Institut des Futurs Souhaitables, j'ai rencontré énormément d'acteurs du changement qui font des trucs extraordinaires. Mais je me disais, il y a quelque chose de l'ordre du paradigme, du changement du paradigme qui fait qu'on est bloqué dans l'ancien paradigme. Donc tout le monde dit ouais, il faut un nouveau paradigme. Donc qu'est-ce que ça pourrait être ce nouveau paradigme? Donc c'est ça que j'ai recherché. Et moi, à la fin 2019, j'ai quitté l'entreprise dont j'étais directeur général pour me consacrer pendant cette décennie à la transition écologique, parce que je me dis c'est la décennie cruciale, et donc d'y être à 100% par les récits, par d'autres projets que je porte à côté, là, notamment le projet One Home. Et aussi par du conseil, des conférences que je donne en entreprise aussi, mais d'être à 100% là-dedans. Et heureusement qu'il y a eu le Covid, parce que ça m'a permis de me poser. J'étais bloqué chez moi, de lire des centaines de bouquins sur des tas de thèmes et d'essayer de trouver ce paradigme, ce changement de paradigme, quoi. Et quand j'ai trouvé, je me suis dit tiens, en fait le meilleur moyen c'est un roman pour le raconter, quoi. Ok. Et alors justement, avant de revenir à ce roman, quand on a été chercheur, entrepreneur, activiste, comme tu l'as bien dit, mathématicien, etc., comment tu te dis, tiens, je vais écrire un roman? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait déclencher ça? Alors déjà, ça c'était quand même un pari audacieux, parce que moi j'avais jamais écrit autre chose que des rédactions au lycée, quoi, et des rapports, quoi, dans mes divers boulots, mais j'avais jamais écrit de roman, jamais écrit de personnage, j'ai jamais joué au jeu de rôle, quoi. Surtout dans un pays où en fait t'es ingénieur, donc devenir et auteur, c'est comment j'ai sujet. commencé à écrire, les quelques amis que j'avais littéraires, ils me disaient mais un ingénieur il peut pas écrire. Donc bon, j'ai eu ce genre de remarques, sauf que moi je lisais beaucoup de romans, quoi, et mes plus grands changements personnels, ça a été des romans que j'ai lus jusqu'à 6h du matin. Je suis allé travailler en ayant baigné dans un rêve, et je trouvais qu'en termes d'immersivité, en termes de sensations et en termes de rémanence, c'est-à-dire en termes de mémoire de l'expérience de ce que ça va être transformé, moi il y a des romans, et pas forcément des romans sur l'écologie, tout type de romans qui m'ont on me dit un mot, je ressens à nouveau les personnages parce que j'ai vécu à l'intérieur d'eux, et je m'étais dit c'est un super vecteur du changement, parce que on fait ressentir et on fait appel à l'imagination des gens, et c'est un moment très personnel. Et puis il y avait un côté très low cost aussi de ça, voilà. Et donc alors il y a quand même eu un élément déclencheur, c'est qu'en 96, par un peu une sorte de miracle, j'ai fait la rencontre de Bernard Werber, qui était un auteur, donc qui est toujours un des plus grands auteurs de science-fiction française, et qui était un auteur que je rêvais de rencontrer. Et à l'époque, il avait un projet qui s'appelait La Révolution des fourmis, et je me suis retrouvé à l'organiser sur Internet, et il y a eu beaucoup d'idées de la révolution des fourmis que j'ai eu pendant cette révolution des fourmis, sur comment faire une révolution, que il m'a fallu 25 ans pour les matérialiser avec cette révolution bleue. Mais surtout, à cette époque, il me faisait lire tous les brouillons, en fait, de ses romans. Et j'ai vu ce que c'était un roman pas fini. C'est-à-dire, et pour moi, un roman fini, je voyais pas comment je pouvais y arriver. Mais lui, il me disait toujours, d'abord, t'écris ton idée, et puis après tu peaufines, quoi. Et ça, je me sentais capable de le faire, quoi. Et puis il m'a donné un certain nombre de trucs sur la musique, etc. Donc chaque écrivain a sa routine. Moi, je me suis fabriqué ma propre routine, même si je suis pas un grand fan des routines. J'essaie que ma routine justement soit pas une routine, pour pas que ça soit routinier, et qu'il y ait beaucoup d'aventure même dans le travail d'écriture. Mais voilà. Mais c'était aussi un travail pour moi. J'ai toujours adoré la langue française, mais je me rappelle quand j'ai commencé à écrire, j'ai lu des traités de ponctuation, j'ai lu des traités de grammaire pour comprendre, voilà. Mais vous avez aucun livre sur comment écrire un roman, heureusement, quoi. Et puis j'ai commencé à reverse engineer tous les bouquins que j'avais aimés, notamment les bouquins avec du suspense, parce que c'est les bouquins, moi, que je préfère, de voir comment on construit une intrigue, etc. Donc je me suis fait ma propre méthode là-dessus, mais c'était complètement fou. Mais je crois que j'aime bien en général sortir de ma zone de confort pour aller explorer d'autres parcelles de moi. Et pour moi, finalement, c'est complètement compatible, parce que écrire un roman, c'est très similaire à écrire un code informatique, c'est-à-dire en termes d'architecture, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe, quand même, parce que là, dans le dernier Révolution, enfin dans La Petite Princesse, il y a 23 personnages, donc autant d'interactions, je sais pas combien de lieux, 5 histoires en parallèle, donc c'est complexe à gérer. Mais voilà, c'est un système complexe, donc pour moi, mais c'est un système vivant et qui ne vit que parce que quelqu'un d'autre va le lire et le passer du temps avec, et chaque expérience est différente. Même si c'est un texte le même pour tout le monde, chacun vient avec son ressenti, son âge, sa formation, etc. Et moi, j'ai écrit ce livre
qui est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de thèmes, mais pour que n'importe qui puisse le lire. Et Siècle bleu, par exemple, je m'étais dit, bon, il faut au moins que les gens ont le bac. Non, j'ai des enfants de 16 ans, de 14 ans, et la plus jeune lectrice, c'est ma fille, que je connaisse, elle avait 9 ans quand elle l'a lu, et elle me demandait le soir, papa, qu'est-ce que ça veut dire géopolitique, qu'est-ce que ça veut dire démocratie, mais elle a quand même lu tout le bouquin. Et il y a beaucoup de lecteurs adultes qui l'ont fait lire à leurs enfants, donc moi ça m'a touché beaucoup. Et je trouve que le travail du romancier ou de l'auteur d'essai, c'est de prendre de la matière complexe, de la rendre intelligible, agréable, et que après pour pouvoir la partager avec le plus grand nombre. C'est vraiment excellent parce que on ressent tout ça. Effectivement, ce changement de paradigme, il est clairement, comment dirais-je, exprimé, souhaité, et c'est très enthousiasmant. Et donc t'as appelé ce nouveau livre La Petite Princesse. On va y revenir par la suite, mais dans les 3 tomes déjà parus, même si aujourd'hui on va parler principalement de La Petite Princesse, il y a un livre qui est récurrent, c'est Le Petit Prince. Moi, je t'avoue que je suis un peu ignare parce que bien sûr, je connaissais Le Petit Prince, etc. Je l'avais lu quand j'étais petit, mais il m'a pas marqué autant qu'il t'a marqué. Et ce livre a un rôle central aussi. C'est presque un personnage à part entière finalement. Et en fait, non seulement il a un rôle central dans les livres que tu as écrits, mais surtout il a un rôle central dans ta vie. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Ouais, c'est une histoire qui est très personnelle, mais moi, Le Petit Prince, je l'ai pas lu quand j'étais petit. Je l'ai lu la première fois quand j'étais en école d'ingénieur. Mais quand j'étais petit, je le voyais toujours dans la bibliothèque de mes parents. Et moi, j'étais un petit garçon blond aux yeux bleus. Et il y avait un truc qui me disait, lis pas ce truc, tu vas découvrir des secrets sur toi. Et il y avait un petit côté psy, quoi. Je me disais, non, c'est pas pour moi. Et puis, quand j'étais en école d'ingé, moi, je voulais faire des maths au service de la transition écologique. Et en 96, ça n'existait pas, les maths pour la transition écologique. Donc, je trouvais pas de stage, etc. Et je devais aller chercher un stage dans une banque parce que c'était les seuls qui, au moins, je ferais des maths. Mais j'y allais la mort dans l'âme. Et juste avant de passer ce dernier entretien, j'avais pris dans la bibliothèque de mes parents à Nice, que j'avais remonté à Paris, le bouquin Le Petit Prince, et je l'ai lu dans le RER pour aller signer mon contrat avec une grande banque française. Et je suis arrivé au pied de cette tour à la Défense avec le chapitre sur le financier où on voyait l'absurdité de compter ce genre de trucs. Et je me suis dit, mais moi, je veux pas faire ce stage. Et donc, j'ai pas signé mon contrat. La personne en face a pas compris. Et quand je suis sorti, j'avais un message d'EDF à l'époque qui me proposait le stage de mes rêves pour optimiser tout le parc de production d'énergie en France avec des questions de minimisation de CO2, minimisation de fuel, de carburant. Le plus beau problème d'optimisation et de maths qu'on puisse rêver en France. Et si j'avais pas dit non à ce truc, j'aurais peut-être pas eu ça. Et donc, et sur mon Petit Prince, j'ai encore le numéro de téléphone de la personne d'EDF qui m'avait offert ce stage. Donc, c'est complètement fou. Puis, du coup, j'ai commencé à finir ce livre et puis à lire toute la pensée de Saint-Exupéry. Et j'ai trouvé que dans cette œuvre, il y avait quelque chose d'absolument magique. Parce que le Petit Prince, mais plus globalement, l'œuvre de Saint-Exupéry, même si c'est une œuvre qui a 80 ans, nous parle des valeurs dont on a besoin au XXIe siècle pour réussir cette transition et vivre de manière apaisée entre nous humains et avec le reste du vivant. Et donc j'ai commencé à avoir une fascination complète. J'ai 200 traductions du monde entier du Petit Prince. J'ai tout ce qui est possible d'être traduit dans tout ce qui est possible, tout ce qu'a écrit Saint-Exupéry, je l'ai lu. Et je me disais, il y avait un rapport avec cette intrigue. Et dans Siècle bleu, donc la première saga que j'ai écrite, le personnage principal, qui est un astronaute, s'appelle Paul Garner. C'est un fan du Petit Prince. Et les personnes le comparent au Petit Prince. Et quand j'ai commencé à écrire cette nouvelle saga, La Révolution bleue, je voulais reprendre les mêmes héros pour une nouvelle aventure. Donc, vous n'avez pas besoin de lire Siècle bleu pour lire Révolution bleue. Et je voulais leur faire vivre quelque chose de très grand. Donc, ça fait 10 ans que, du coup, j'attendais de trouver vraiment une grande idée. Et puis, pendant le Covid, je recherchais un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, je l'ai cherché, en fait, dans la théorie de l'évolution. Parce que je me disais que le fait qu'une espèce dépasse les limites planétaires, on n'a pas pris la mesure de ce que ça veut dire. La dernière fois que ça arrivait, c'était il y a 2,3 milliards d'années avec les bactéries, quand elles ont dégazé tellement d'oxygène après avoir inventé la photosynthèse qu'elles ont oxydé l'atmosphère, elles ont failli s'oxyder elles-mêmes. Donc, pour ne pas s'oxyder, vous avez des bactéries qui sont allées dans la terre se planquer, et puis vous en avez d'autres qui sont restées à l'extérieur, je caricature, et qui ont inventé la respiration, quoi, et qui ont muté. Et donc, je me suis dit,
on ne sort en fait d'une crise planétaire que par une métamorphose, que par une mutation. Et donc c'est quoi la prochaine évolution d'Homo sapiens? Et je me disais, tout est tellement magique en fait dans cette évolution de l'univers. Donc j'ai commencé par écrire un essai sur l'histoire de la biosphère depuis le Big Bang, un autre sur l'histoire de l'humanité, en recherchant quelle pourrait être la suite logique de l'humanité. Et très souvent dans l'évolution, vous avez en vous les capacités qui vous servent pour surmonter ça. Donc je me dis, le truc en fait qui permet de résoudre les limites planétaires, c'est pas de construire des éoliennes ou des panneaux solaires partout. Il y a un truc de l'ordre de la mutation de l'espèce d'Homo sapiens. Et donc j'ai fait des recherches là-dessus. Et puis à un moment, je trouvais pas quelle pourrait être la suite d'Homo sapiens, quelque chose. Et en fait, j'ai trouvé le secret de ce truc-là sur la couverture du Petit Prince. Et là, parce que je peux révéler ça, mais sur la couverture du Petit Prince, il y a quelque chose, ça fait 80 ans que ça saute aux yeux de tout le monde, mais personne n'a vu. Pourquoi le Petit Prince est-il aussi grand sur une aussi petite planète, quoi? Il aurait pu faire un petit personnage sur une petite planète. Là, il est quand même démesuré là-dessus. Et ce que je voyais, moi, dans l'évolution, c'est que vous avez toujours des sauts en complexité. Donc, par exemple, on est passé du monocellulaire au multicellulaire. Après, on est passé des espèces à la biosphère. Donc, il y a toujours des créations de structures d'ordre supérieur. Et je me suis dit, la prochaine étape de l'évolution de l'humanité, c'est pas des bras plus courts, des bras plus longs, des poumons plus larges ou, je sais pas, moins de cheveux, moins de sourcils. L'évolution, c'est probablement de passer à un collectif humain planétaire. Donc, de former une seule humanité qui puisse être un organe de la biosphère. Et en fait, l'humanité aujourd'hui, quand vous regardez, c'est un être géant qui pèse 280 millions de tonnes, qui utilise un nombre faramineux de ressources, et on est grand sur une petite planète. Et en fait, le Petit Prince, c'est un grand humain sur une planète qui a réussi sa métamorphose planétaire. Et en fait, quand vous lisez le Petit Prince avec cette clé, ça marche parce que vous dites, en fait, il a réussi sa métamorphose sur sa planète et il va un peu aider d'autres planètes à faire leur métamorphose. Et quand il va visiter les autres planètes, en fait, qu'est-ce qu'il trouve? Toujours un humain immense sur une petite planète. Et ça choquait pas les gens, quoi. Et moi, ça m'avait toujours choqué. Pourquoi il a fait des personnages aussi grands, que ça soit le financier, la lumière de réverbère, le buveur, etc. Et c'est donc toujours un collectif qui est malade. Et aujourd'hui, le collectif humain planétaire, il existe, mais il n'a pas pris conscience de lui-même et il est malade. Et en fait, le Petit Prince, c'est un tout qui s'adresse à une partie. Et la partie, c'est l'aviateur. Mais pour pouvoir s'adresser au tout, et le Petit Prince, c'est quand même le livre qui a été le plus traduit, le plus répandu dans le monde, qui a 300 millions de copies qui sont là. Juste après la Bible. Mais c'est une opération qui a été organisée parce que ce truc-là n'aurait jamais dû avoir ce succès-là pour en fait disséminer ce message. Et en fait, le jour où on révélera quelle est la nature du Petit Prince, en fait, ça va aider à activer ce collectif humain planétaire. Puis il a traversé toutes les frontières. 560 traductions, soi-disant la Bible a plus de traductions, mais on n'est pas bien sûr. Ils disent qu'il y en a 700, etc. Mais en tout cas, le Petit Prince est extrêmement traduit et pour moi c'est une arme de construction massive, il y a juste à activer ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit voilà, mes héros, leur but ça va être d'activer ce collectif humain planétaire. Alors évidemment avec des forces de lobby qui voudront pas, des États-nations qui voudront pas, en particulier la Chine qui est le gros ennemi de la Révolution bleue. Et la Révolution bleue, c'est la métamorphose de l'humanité pour passer d'Homo sapiens à ce gigantesque Homo bioceres et toute la philosophie qui va derrière. Et ce qui est hyper drôle, c'est que, quand vous regardez qu'est-ce qui fait qu'un collectif fonctionne, très souvent, c'est une force d'union. Et cette force d'union, ça vient du cœur, ça vient de l'amour, quoi. Donc, la force de cohésion de l'univers, c'est la force d'amour. Les forces de destruction sont très importantes parce que, en fait, il faut qu'il y ait une sorte de tenségrité pour que les trucs tiennent, quoi. Mais, en tout cas, les forces d'union, c'est les forces d'amour. Donc, je me disais, les héros vont faire de l'amour une stratégie et l'héroïne principale, je voulais, comme dans Le Petit Prince, que ça soit une petite fille et dans un rêve, je l'ai appelée la petite princesse. Donc, j'ai raconté l'histoire de cette petite princesse qui est le catalyseur de cette métamorphose de l'humanité à côté des héros qu'on connaissait de Siècle Bleu. Et en finissant d'écrire ce livre, c'est là où les choses sont devenues complètement magiques. Je tombe sur une lettre qui a été publiée fin 2021 dans la correspondance entre Saint-Exupéry et sa femme. C'est une correspondance qui n'avait pas été publiée avant. Et dans cette correspondance, en fait, la femme de Saint-Exupéry lui reproche de pas lui avoir dédié Le Petit Prince et de l'avoir dédié à son ami Léon Werth qui était dans les camps de concentration. Donc lui s'excuse, il était déjà parti à la guerre. Donc là, on est en 44 et elle lui dit, je t'écrirai une suite du Petit Prince et je te la dédierai. Et dans une autre lettre, elle lui dit, tu l'appelleras la petite princesse. Et moi, quand j'ai
découvert cette lettre que personne connaît, quoi. Enfin, à part les gens qui ont lu cette correspondance. Oui, et puis surtout que ce recueil de lettres, il est sorti très très récemment. Très récemment, parce qu'il y avait des problèmes de droit entre les deux familles, parce que justement, quand il y a eu l'héritage, est-ce que ça allait chez la veuve ou est-ce que ça allait dans le reste de la famille? Donc, il y a des documents, justement, la correspondance qui est quelque chose de commun, parce que il y avait des lettres d'un côté, mais moi j'avais jamais vu les lettres de l'autre côté. Donc la lettre d'elle qui dit la petite princesse, celle-là je l'avais jamais vue, mais je connaissais la lettre de l'autre côté. Et donc je découvre ça après avoir fini. Moi j'ai regardé le plafond pendant une semaine, je me dis qu'est-ce que c'est ce truc. Donc j'ai changé en fait le scénario pour que la petite fille en fait dans le bouquin recherche ce manuscrit perdu de Saint-Exupéry, dans lequel il y aurait la clé d'activation de cette Homo Biosphéris. Et puis, en finissant d'écrire ce roman, je me suis dit, bon, il y a tellement de choses sur Saint-Exupéry que j'ai mis là-dedans et sur Le Petit Prince, ça serait bien par courtoisie et même parce que j'aimerais les rencontrer, de présenter ce livre à la famille. Et en fait, au moment où je me posais ces questions, c'est eux qui m'ont envoyé un mail et je me suis dit, mince, il y a peut-être un problème, ils ont dû en entendre parler, etc. En fait, pas du tout. C'est un mail qui a été envoyé par Olivier Daguet, qui est le petit-neveu de Saint-Exupéry. Donc, sa grand-mère, c'était sa sœur. Et Olivier Daguet, il me dit, voilà, quelqu'un m'a offert Siècle bleu pendant les vacances, mes premiers romans. Il avait adoré et il me dit, voilà, je sais pas pourquoi, il faudrait qu'on se rencontre. Et il me dit, j'ai vu que vous aviez de la famille dans le sud de la France. Moi, j'habite pour l'été là à Aguet dans le Var. Enfin, non, pardon, il était à Gassin dans le Var. Et si vous voulez passer déjeuner avec ma femme, venez. Et donc là, je suis allé en me disant, bon, c'est bizarre. Et en fait, ni lui ni moi, enfin, lui savait pas que j'avais écrit ça. On a parlé de Saint-Exupéry, on a parlé. Ça, c'était cet été. C'était il y a 1 an et demi, tu vois. C'était il y a 1 an et demi. Et à la fin de la conversation, il me dit comment je pourrais aider Siècle bleu à être plus connu. Et là, je me suis dit, bon, il n'a pas l'air au courant. Donc là, j'ai sorti Révolution bleue, La Petite Princesse. Et quand il a vu écrire La Petite Princesse, il m'a regardé, il m'a dit, mais vous êtes au courant pour la lettre? J'ai même pas demandé quelle lettre c'était. Je savais que, enfin, et je lui ai montré, je lui ai dit, bah, non seulement je suis au courant, mais c'est la première phrase du livre. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, OK, maintenant je comprends pourquoi il fallait qu'on se rencontre. Et on s'est regardé en se disant, qui a organisé cette rencontre, quoi? Est-ce que c'est Saint-Ex? Est-ce que c'est le destin? Mais c'était un moment extrêmement émouvant pour lui et pour moi. Et il a lu le livre. Qui était une des versions de La Petite Princesse. Ouais, une des versions qui n'était pas la version finale, mais que j'avais imprimée pour lui remettre. Et il a beaucoup aimé ce concept d'homo biosphéris, mais surtout ce concept d'homo biosphéris de collectif humain planétaire incarné par le Petit Prince, qui pourrait être une forme aboutie d'une humanité apaisée avec elle-même et avec sa planète. Il a beaucoup aimé ça et de dire bah, nous on met le Petit Prince au service de la Révolution bleue. Donc là c'était mon plus grand rêve qui se réalisait. Du coup j'ai réécrit 2 fois le livre, un pour rendre honneur à ça et puis surtout parce que il y avait une question de légitimité quoi. Le Petit Prince c'est quand même le plus grand phénomène littéraire au moins français voire mondial. Donc si j'avais pas l'aval de la famille, je me sentais illégitime. Donc là, je l'ai réécrit 2 fois et pour l'écrire le mieux possible pour que ça touche vraiment les gens et essayer de proposer une vision un peu enthousiasmante du futur. Qui soit pas contre les visions d'aujourd'hui, qui les enrichissent et qui les aident en fait quoi. Voilà. Et la Révolution bleue, elle est contre personne en fait quoi. Ouais. Elle appelle tout le monde et c'est cet élan que j'essaye de décrire voilà dans ce roman. Et justement, c'est ça que j'ai trouvé assez passionnant, c'est que aussi bien, alors je te le souhaite pour La Petite Princesse, mais surtout dans Siècle bleu, les 2 premiers tomes, quand je les ai relus ces dernières semaines, je me suis rendu compte que tu avais anticipé un nombre de trucs qui se sont réalisés par la suite incalculable quoi. J'ai fait une petite liste parce que franchement je trouve que la performance parce que Siècle bleu je l'ai écrit en 2007 ça a été publié en 2010 et 2012 alors je sais pas ce que tu as mis dans ta liste. Mais alors effectivement moi j'ai mis les dates de publication 2010 et 2012 pour le tome 1 et 2 mais effectivement à l'époque tu avais quand même déjà anticipé le retour sur la Lune des humains. Alors ce n'est pas encore réalisé, mais c'est quand même sacrément en projet. Dans quelques années, ouais. La compétition US-Chine sur le sujet. La composition même de l'équipage américain pour le retour sur la Lune. Ouais. 3 hommes, 1 femme. Les milliardaires capables de financer des voyages spatiaux touristiques. L'essor de low-tech, même si, bref, c'est toujours en cours. L'essor des fake news, même si aussi il y avait un petit truc, mais c'était plutôt un signal faible à l'époque par rapport à ce que c'est aujourd'hui. La NSA. Mine de rien, la NSA, avant le scandale Snowden, le grand public n'avait aucune connaissance de l'agence en question.
Ah ouais, bah, à l'époque, quand j'ai écrit ça, les gens m'ont dit la NSA, enfin, je fais juste une parenthèse là-dessus, la NSA n'espionne pas les Américains. C'est ce qu'on m'a répondu. Bon, moi, il s'avère que j'ai travaillé 4 ans aux États-Unis et je connaissais un certain nombre de personnes. Et puis, je connais très bien ce monde des services secrets parce que j'ai fait 5 ans de lutte anti-mafia aussi. Quand j'ai publié Siècle Bleu, effectivement, le scandale Snowden n'était pas sorti. Et quand c'est sorti, j'étais content, quoi. Donc, tu m'étonnes. Les astronautes superstars, même si il n'y a pas encore d'équivalent de Paul Gartner, j'entends bien, mais quand on voit le succès de Thomas Pesquet et tout, enfin, je trouve que c'est quand même assez évident, quoi. Et en fait, j'en oublie sûrement parce qu'il y a encore d'autres éléments, mais qu'est-ce qui, selon toi, explique toute disons la pertinence de ces anticipations? C'est beaucoup de travail, beaucoup d'imagination? Ça, je dirais que c'est le travail de prospective. C'est-à-dire que le travail de prospective, c'est de se dire, là, il y a un élément qui va rester longtemps et qui est tout petit, mais je vois pas comment il pourrait disparaître, quoi. Donc, par exemple, sur la lutte entre la Chine et les États-Unis pour retourner sur la Lune, ça démarre par des travaux d'un astronaute américain qui était le dernier à avoir marché sur la Lune dans l'équipage d'Apollo 17, qui était un géologue et qui, en analysant en fait les régolithes lunaires, a trouvé de l'hélium-3, qui est un isotope de l'hélium qu'on trouve pas sur Terre et qui s'est avéré après être un super fuel pour les potentielles centrales à fusion, quoi. Et moi, quand j'avais vu ça, et le bouquin Return to the Moon, il date de 1999, quoi. Et ça, je m'étais dit, waouh, là, il y a un scénario de fou. Et quelques temps après, je vois que les Américains décident de retourner sur la Lune et que ce gars-là il s'appelle Harrison Schmitt, avait beaucoup milité pour ce truc-là. Donc je me dis, tiens, effectivement, ça peut être une des raisons pour lesquelles on sort sur la Lune. Et le programme spatial chinois, moi, je le regarde depuis le début des années 2000. Alors, à l'époque, les gens le regardaient comme un pays du tiers-monde, mais aujourd'hui, ils ont des fusées qui ressemblent beaucoup à celles de SpaceX, mais qui sont malheureusement bien plus complexes et plus perfectionnées que les fusées européennes maintenant, avec 5 ou 10 startups dans le New Space capables de fabriquer des fusées et une vivacité de leur programme qui est hallucinant. Et cette course à la Lune, elle est réelle et l'hélium-3 est derrière ça. Parce que la Chine pense toujours à très long terme et la fusion fait partie des éléments qu'ils regarderont. Donc, je pense que c'est de regarder on va dire des éléments qui sont stables par rapport à ce qu'on connaît de la nature humaine et de se dire ce truc-là, ça va bien plaire aux gens et vu comme je connais les humains, ça va rester. Voilà. Et puis après, il y a des petites choses, c'est plus des petits clins d'œil. Par exemple, dans Siècle Bleu, il y avait beaucoup de choses sur le biomimétisme. Mais moi, le biomimétisme, j'avais découvert ça en 97 par le bouquin La Natural Capitalism et le bouquin de Giannis Benus. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, le futur de la technologie, il est là, tu vois. Et à l'époque, quand j'ai publié Siècle Bleu, il y avait déjà beaucoup de gens qui avaient publié sur le biomimétisme. Mais si dans 10 ans, on n'en parle pas énormément, c'est qu'on a foiré la transition, quoi. Parce que ça doit être un élément majeur et je suis content que la France, ça soit un des pays qui pousse le plus ce concept-là, qui est encore à son, on va dire, au tout début de son déploiement, quoi. Et donc maintenant, venons-en à la Petite Princesse. Alors, ok, on a bien compris que tu étais un fan absolu du Petit Prince, mais c'est quand même sacrément osé d'appeler le livre ainsi. En plus, on a bien compris que tu avais besoin de l'aval, de la légitimité de la famille. Et est-ce que justement tu peux nous dire un petit peu tout le cheminement qui t'a dit mais non, mais en fait c'est vraiment le meilleur des titres possibles? En fait, pour moi, il s'est imposé, c'est-à-dire que le héros était très masculin en fait dans Siècle Bleu et je voulais dans ce tome-là qu'il y ait plus de femmes qui soient dedans. Donc sa femme Lucie prend un rôle très important comme conseillère du président des États-Unis. Donc c'est plus elle qui est dans la lumière, lui il reste dans l'ombre. Lui c'est un chaman et il gère l'énergie en fait de la Révolution bleue. Et moi, entre-temps, j'ai été papa d'un petit garçon et d'une petite fille qui ont maintenant 16 et 14 ans. Et moi, j'ai été transformé par le fait d'être papa. Et je me disais, je veux montrer l'évolution de ce héros par le fait d'être papa. Donc, sa femme est enceinte, mais ils adoptent à la fin de Siècle Bleu une petite fille. Et cette petite fille, il doit y avoir 3 pages sur elle, sur Siècle Bleu. Mais je l'adorais, quoi. Et à un moment, elle s'est imposée. Et par ailleurs, je me disais...
pour raconter cette métamorphose de l'humanité, on doit arriver à écrire une histoire d'amour entre l'humanité et la Terre. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans une histoire d'amour entre l'humanité et la Terre. Mais je me disais, quitte à écrire la plus belle suite possible entre l'histoire et l'humanité, c'était ça. Et je me disais, cette histoire, elle sera symbolisée par une histoire d'amour entre le petit prince et la petite princesse. Et j'avais toujours eu le sentiment que, à côté du petit prince, il y avait une petite princesse et le truc de la rose. Et pour moi, c'était pas assez abouti. Et je me disais, il faut qu'il y ait un truc trop beau et tout. Et quand j'ai rêvé de ce titre-là, La Petite Princesse, je me suis dit, il doit y avoir 1 million de livres qui sont appelés La Petite Princesse. Alors, il y a évidemment des contes, etc. Mais il n'y avait pas tellement de livres. Enfin, si, il y a des livres qui s'appellent comme ça. Et puis, en mettant le titre d'une saga Révolution Bleue dessus, bon, ça a évité qu'il y ait 2 livres qui aient exactement le même titre. Et en fait, ce titre, il est très féminin, voire même un peu girly, quoi. Ce livre, il s'adresse aux hommes et aux femmes de tous les âges, mais comme le but de ce livre, c'est de démontrer que l'amour est peut-être la seule stratégie environnementale qu'on n'a pas testée et qui pourrait marcher et que c'est certainement la plus puissante et que ça s'adresse au cœur des lecteurs, je trouve que de l'appeler comme ça, il y a un petit côté mignon qui fait que elle peut dire des évidences. Et je pense que l'humanité, on a besoin, avant de faire des raisonnements complexes, de revenir à des trucs de base. C'est ce que faisait le Petit Prince, c'est ce que faisait Tistio l'épouse vert, et c'est ce qu'elle fait, cette petite princesse. Alors évidemment, elle est projetée dans le monde du 21e siècle. Là, on n'est pas dans un conte philosophique comme le Petit Prince. Donc elle va, je dirais pas de désillusion en délusion, parce qu'elle garde sa ligne directrice et son regard, quoi. Et je pense que avant toute chose, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est un problème de regard sur le monde. On est tout de suite à se dire, ah, tiens, faut changer ci, faut changer ça, ça va coûter tant et tout. On regarde pas le monde comme étant une planète vivante. On regarde pas l'humanité comme quelque chose d'extraordinaire, quoi. On regarde pas l'humain, on regarde pas l'autre avec, enfin, je dis certaines personnes évidemment le font, mais pour beaucoup, l'autre est un ennemi, l'autre est une source de désaccord, etc. Et on s'enrichit pas de ça. Et ça, c'est des thèmes que Saint-Exupéry a traités. Et donc, elle essaye de rester dans ce regard. Et par son regard, c'est d'essayer de changer le regard des gens et le regard de l'enfant. Je dis pas que les gens doivent pas grandir, quoi, mais de garder un peu d'ingénuité et de se dire, ça, j'accepte de le faire, mais c'est pas OK, en fait, quoi. Il faut pas le faire, ce truc-là, tu vois. Et on est tous un peu serviles, d'une certaine manière, de dire, bah oui, mais comme tout le monde le font, on fait comme ça et tout. Non, je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut faire autrement ou refuser de faire. Et c'est ça, d'être résistant ou activiste. Pour moi, c'est essayer de le faire au nom de quelque chose de beau, quoi. C'est-à-dire pour l'amour de la Terre et pour l'amour de l'humanité, l'amour du cosmos, l'amour de la vie. Et c'est ça qu'elle incarne. Donc, ouais, pour moi, ce titre, voilà. Mais jusqu'au bout et avant d'avoir croisé la famille, il y avait un truc où je me disais, ce titre, il est fragile parce que je pourrais pas lui donner sa pleine puissance, parce que si je peux pas parler du Petit Prince en même temps, bon, il sera anecdotique. Et là, je pense que, et donc l'héritier de Saint-Exupéry a en plus écrit, Olivier Daguet, il a fait l'honneur d'écrire la préface du livre, donc on a embarqué ensemble dans cette aventure. On va donner un certain nombre de conférences ensemble. Donc pour moi, c'est beaucoup de joie à venir. Voilà, et c'est aussi une manière aussi aux gens de relire Le Petit Prince, parce qu'il y a des clés. Il y a beaucoup de gens là qui ont commencé à lire ce livre, qui ont relu Le Petit Prince, parce que c'est un livre qui est magique, quoi. Et je vous le recommande aussi. Mais tu crois pas si bien dire, parce que j'ai acheté Le Petit Prince hier, mais après je me suis fait engueuler par ma femme parce que on l'avait déjà à la maison. Elle avait encore son exemplaire de quand elle était petite fille. Ah, d'accord. Mais il était caché dans les affaires de ma fille, si bien que je l'ai pas vu. Mais bref, toujours est-il que j'ai commencé à le lire à ma fille hier soir. D'accord. On est au chapitre 5, mais on y va par étapes. Mais effectivement, c'est un petit peu... Alors, le livre, souvent, on le lit à nos enfants, mais moi, ils avaient pas aimé, quoi, mes enfants, donc je l'avais pas lu en entier. Et souvent, récemment, dans un documentaire qui est sorti sur la naissance du Petit Prince et que vous trouvez sur Arte, qui s'appelle Naissance d'une étoile, il y avait une pub de 1943, de l'année où il est sorti Le Petit Prince. Et cette pub, elle disait, 99% des gens pensent que ce livre n'est pas un livre pour enfants. 99% des gens pensent que ce n'est pas un livre pour adultes. 99% des gens pensent que c'est un livre pour moi. Et donc voilà. Et c'est un bouquin d'introspection, c'est un miroir de l'âme. Il a été écrit avec une encre très particulière. Il y a très peu de livres comme ça. Et dans le bouquin, j'essaye d'expliquer justement cette magie du Petit Prince. Et dans les tomes suivants, je donnerai mon hypothèse sur d'où vient le Petit Prince. Voilà. Ok, excellent. Et justement, avant de lire La Petite Princesse, je me suis juste posé 3 questions. C'était presque un peu 3 vœux. Pour moi, c'était
est-ce que ce livre est toujours aussi instructif que les 2 premiers? Est-ce qu'il est toujours aussi inspirant? Est-ce qu'il est toujours porteur d'espoir? Et je peux vraiment vous le dire de façon on ne peut plus enjouée, c'est un grand oui pour les 3, et ça déjà bravo et merci pour ce cadeau, parce que encore une fois c'est assez génial d'avoir ce type de livre, et d'autant plus pour moi qui suis pas un grand fan de romans à la base, quoi. Bah, merci. Alors, sache que ce type d'attente, ça fait 10 ans qu'il y a des gens qui me disent ça, donc ça m'a beaucoup stressé pour écrire. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai tant réécrit, parce que même si Siècle Bleu, ça n'a pas été le plus grand best-seller de France, mais il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont lu, à qui ça donnait beaucoup d'espoir. Et donc, la question de reprendre les héros pour leur faire vivre une aventure, pour moi, c'était pas une question anecdotique. Je veux dire, moi, je fais des tas d'autres activités, de conférences en entreprise à côté, donc j'ai pas forcément besoin de ça pour vivre. Et si je fais ça, c'est pour les autres, quoi. Donc déjà, c'est pour ça que depuis 10 ans, je me disais, je reprends pas ces personnages dans une nouvelle intrigue s'ils ont pas un truc de fou à faire. Et en gros, Siècle Bleu, c'est l'apéro par rapport à ça, parce que là, c'est monstrueux ce qu'ils ont à faire, c'est gigantesque. Et donc moi, ça m'excitait de les reprendre pour ça. Et surtout, je voulais apporter du nouveau. Donc, si c'était pour rester sur les mêmes concepts, en fait, ça n'aurait rien apporté. Et puis même moi, à titre personnel, j'aime bien le challenge. Et là, bon, c'est un livre qui parle des grandes sagesses, des religions, d'astrophysique, de biologie, de géopolitique, d'économie, voilà, évidemment toute la documentation que moi que j'ai vécue sur la transformation écologique, la manière dont tout ça s'est organisé, la transformation écologique du monde. Donc il y avait beaucoup de choses, et faire un roman avec toute cette matière, ouais, c'était dur, mais en fait, moi, j'aime bien les challenges. Puis moi, j'ai fêté mes 50 ans l'année dernière. C'était aussi une façon de me dire, bon, je suis encore créatif, mais je pense que ça, j'aurais pas pu l'écrire à 60 ans. Déjà, je sais pas si j'aurais la force physique, quoi, parce que j'ai passé 3000 ou 5000 heures à écrire ce bouquin. Et puis, voilà, c'est un cadeau. Et le fait que ça t'ait donner de l'espoir, donner envie, moi, c'est ce qui me touche le plus, parce que c'est pas juste pour donner l'espoir et dire aux gens, bon, on rentre chez moi, c'est bon. En fait, c'est un bouquin qui te dit, je crois que c'est une question que un journaliste pose à Abel, le héros là du bouquin au début, et lui dit, mais vous pensez vraiment que ça va marcher? Il dit, en fait, c'est pas la bonne question, en fait, là, parce que si tout le monde se pose la question de miser si ça marche ou pas, la seule question, c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire, quoi, tu vois. Et donc, si tout le monde se dit, ah non, mais il y a aucune chance, etc., bah là, c'est sûr, quoi. C'est comme si on était une équipe et qu'on débattait ensemble du fait qu'on va réussir ou pas à marquer un but. T'y vas. Tu donnes tout, tu vois. Et à la fin, tu gagnes, quoi. Et donc, la Révolution bleue, c'est ça. C'est ceux qui ont décidé le pari fou d'y croire, quoi. Mais pas d'y croire parce que ça va marcher, d'y croire parce que chacun peut faire un petit bout, quoi. Et tous ensemble, l'avenir du monde, il s'écrira de 2 manières. C'est soit le tous ensemble, soit le chacun pour soi. Aujourd'hui, on est quand même bien dans le chacun pour soi, que ça soit au niveau des individus ou des nations, mais le tous ensemble, il y a quelque chose d'extraordinaire, quoi. Ouais, complètement. Et justement, le cours des événements dans La Petite Princesse, il suit vraiment notre contexte, tu vois, et tu l'as évoqué juste avant, c'est que naïvement, moi, quand j'ai commencé la lecture de La Petite Princesse, je me disais, on va reprendre le cours des événements au moment où finalement tu avais écrit les 2 premiers tomes. Et finalement, tu te permets cette liberté, et à raison, parce que en fait, tu prends toutes les références, toutes les études, analyses, enfin tout ce que tu as pu chercher, trouver, etc. et tu l'intègres dans La Petite Princesse. Donc en fait, entre les deux, il y a une espèce de faille spatio-temporelle de 10 ans, mais finalement, ça enrichit La Petite Princesse de façon incroyable. Et donc, c'était aussi un levier de motivation pour toi? Oui, parce que, enfin, déjà, moi, mon regard sur le monde, il a évolué, parce que, comme je vous ai dit, j'étais papa, je traversais un certain nombre de choses et vécu un certain nombre de choses, puis le monde a évolué. Donc, pour moi, la grille de lecture, elle doit évoluer sans cesse, elle n'est pas unique, voilà. Et puis, pour moi, c'était important que ce roman, il reste toujours, alors, si les gens me disent à quelle époque ça se passe, je dirais maintenant. Mais ce qu'il faut, c'est que dans 10 ans, on puisse encore dire c'est maintenant. Par exemple, Siècle Bleu, il y a des gens qui le découvrent, là, cette année, qui le lisent en disant ah, c'est génial, t'as écrit ça l'année dernière. Non, j'ai écrit ça en 2007, il m'a fallu 3 ans pour trouver un éditeur. Les gens, il y a 15 ans, t'as écrit ça et tout.
Oui, donc vous devez être dans ce temps du maintenant qui dure longtemps, donc il faut aller chercher les choses qui vont être là pour un moment. Alors moi, ce que j'aimerais bien par contre, c'est que dans 10 ans, on regarde en se disant mais c'est bon, on a tout fait quoi, tu vois, et que ce bouquin n'ait plus aucun intérêt. Là, je serais vraiment content quoi, tu vois. Par contre, si dans 10 ans, on dit ah oui, c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Alors déjà, je suis pas sûr que ce soit ça qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que une piste pour aller entre, je dirais là où on est aujourd'hui et un futur souhaitable. Vraiment, et puis il y a d'autres gens. Hein, là, je l'ai pas encore lu parce que je voulais pas être influencé, mais il y a le Ministère du Futur de Kim Stanley Robinson qui est sorti, dans lequel bon, c'est beaucoup plus techno-économique. Moi, je vais beaucoup plus sur la philosophie, le changement de paradigme, mais je crois que c'est très bien. Hein. Enfin, Obama l'a recommandé, le Dalai Lama l'a recommandé, donc je pense que c'est très bien. En tout cas, il y a des gens qui aujourd'hui essayent d'utiliser le roman comme un laboratoire d'idées pour tracer des trajectoires. C'est ce qu'il y a de plus dur. Donc, et ce que tu disais, ouais, pour moi, il fallait l'upgrader, c'est-à-dire la science a beaucoup évolué. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand j'avais écrit Siècle bleu, une des choses qui me limitait, c'est que j'avais des intuitions scientifiques sur un certain nombre de choses qui n'étaient pas prouvées. Bien sûr. Que ça soit en astrophysique, en biologie, en théorie de l'évolution. Quand j'ai fait mes recherches pendant le Covid pour chercher ce changement de paradigme sur l'évolution de l'humanité, dans toutes les matières, j'ai trouvé des articles de Nature de 2021, 2022, 2023, de Science, de tous les meilleurs journaux qui parlaient exactement des trucs que j'attendais. Et donc là, je me suis dit, ce que je raconte a quand même, c'est pas juste un délire d'auteur d'anticipation, et j'ai voulu dans ce roman, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, non mais ça, est-ce que c'est vrai? Et Siècle bleu, j'avais pas mis les références, donc il y avait des gens qui me disaient, ah mais ça serait génial que ça existe. Je dis, mais le biomimétisme, ça existe. Et donc là, j'ai mis 250 références à la fin, tous les articles, toutes les choses, pour que ceux, qui y croient pas, se disent, c'est possible, et deux, pour ceux qui veulent poursuivre, parce que c'est surtout pour ça, parce que je pense pas que ce livre soit clivant et qu'il y aura des gens qui voudront le détruire, même si peut-être, j'en sais rien. J'ai envie que les gens creusent, et s'il y en a qui sont intéressés par les aspects économiques ou géopolitiques ou spirituels, qu'ils puissent creuser ça en allant voir la documentation et d'autres bouquins. Et c'est aussi une façon pour moi de rendre honneur à tous ces auteurs, autrices qui ont fait ce travail extraordinaire de faire avancer le regard sur le monde, sur lequel je m'appuie, parce que moi je suis comme un DJ, quoi. Je suis juste un assembleur en fait, quoi, de ça. Et à partir de ça, je raconte une histoire, quoi. Ouais. Et justement, c'est ça que j'ai trouvé encore une fois génial, c'est que dans La Petite Princesse, t'as un riche condensé. Alors tu l'as évoqué, de beaucoup de références, qu'elles soient historiques, scientifiques, philosophiques, à la fois occidentales, orientales, ou même des peuples premiers. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, pour moi, j'y vois une vraie ode à l'humanité sous toutes ses facettes. Et ça, c'est hyper enthousiasmant, quoi. Ah ouais, alors moi, je suis un enthousiaste et les héros dedans, sont des enthousiastes. Et même le mot enthousiaste, j'explique en fait ce que ça veut dire, c'est d'avoir le souffle de Dieu en soi. Et il y a quelque chose de l'ordre de ça, où même si dans le roman, les enthousiastes, c'est ceux qui ont le souffle de Gaïa, c'est-à-dire qui sont connectés à ce regard de la terre et à cette joie du vivant, de cette pulsion de vie. Voilà. Et pour moi, parfois, je lis des bouquins, mais ça peut être effectivement sur Lao Tzu ou sur, je sais pas tel élément dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et moi, j'aime bien les petits trucs un peu croustillants, les anecdotes, quoi. Et donc, le Siècle bleu, c'est parsemé d'anecdotes qui viennent illustrer le propos. Et mais ça, c'est que des petits trucs que j'ai glanés au hasard, où il y a des trucs que je connaissais depuis longtemps et je me dis tiens, c'est le moment là de le mettre. Mais moi, j'aime bien. Et puis pour les lecteurs et les lectrices, c'est une manière de se cultiver, d'apprendre des choses et d'élargir le regard sur le monde. Et effectivement, moi, je pense que par exemple dans ce livre, même si la Chine, elle est l'ennemi de la Révolution bleue, la manière d'expliquer pourquoi elle est l'ennemi. Il y a une vraie légitimité de la Chine à regarder ça, parce que la Chine a eu son siècle d'humiliation, elle veut son temps de règne, et elle n'a pas confiance dans la Révolution bleue, c'est-à-dire un processus émergent pour structurer le monde. À un moment, il faut qu'on aille très vite. Donc, c'est deux visions du monde, et moi, j'ai beaucoup de respect sur la vision du président chinois, même si les héros le combattent, et souvent, le monde il se nourrit des contradictions entre les deux, et je crois au pouvoir de la synthèse, c'est-à-dire c'est pas un ou l'autre,
à la fin du 3e tome, ça sera parce qu'on aura besoin de l'intelligence du chinois et de l'intelligence des peuples premiers et de l'histoire de l'Occident, etc. Mais il faut aussi qu'on arrive à faire table rase sur ce qui nous a divisés. Et donc, le rôle du pardon, ça, c'est quelque chose de très difficile parce qu'aujourd'hui, l'histoire des États-nations, c'est quand même une grande histoire de guerre, quoi, avant Bien tout. sûr. Et de transformer ça en histoire d'amour, c'est compliqué, quoi. Mais ça, il faut un projet qui soit bien plus grand que nous. Et moi, je crois au pouvoir de la transcendance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rajoutez au-dessus des humains une grande mission, et le roman est sur cette grande mission, ou ces grandes missions, en fait, les gens arrivent à s'allier ensemble pour réaliser ce but qui les dépasse, quoi. Et justement, ça m'amène à ta définition de la révolution bleue, j'ai noté parce que j'ai trouvé extraordinaire. C'est une espèce est confrontée aux limites planétaires sur le point de s'autodétruire et qui déciderait de tout changer en un temps record pour se réharmoniser avec sa planète. Et je trouve que c'est juste parfait parce que c'est exactement ça dont on a besoin, quoi. Mais ouais, enfin, à un moment, le héros, il dit cette phrase et puis il le dit d'un point de vue cosmique. Il dit, imagine si tu arrivais sur une planète où ils vivaient ça. Où tu te dis, ils ont tout monté à l'envers et là, ils décident de tout refaire et de tout faire pour s'harmoniser. Tu l'observerais, tu te dis, je vais me poser sur la Lune, je vais regarder comment ils vont faire et je leur souhaite bien du courage, quoi. Bon, en fait, c'est ça, le moment dans lequel on est nous et on est confrontés et c'est peut-être parce que, voilà, rajouter une couche humanité, homo, biosphériste à l'intérieur de la biosphère, c'est un stade supérieur d'organisation d'un système complexe. Et donc, on en est là, tu vois. Donc, la question, est-ce que ça a déjà été fait ailleurs dans l'univers? C'est-à-dire que la couche, en fait, humaine, qui est une couche pensante, une couche technologique, mais aussi une couche qui peut prendre soin, qui peut rajouter plein de choses, qui est capable de donner à la Terre des sens. Moi, j'en parle, quoi. Je veux dire, le James Webb Télescope, ça permet à Gaïa de se dire, oh, est-ce qu'il n'y a pas des sœurs à moi quelque part dans ce grand truc? Et donc, pour moi, on fait partie du processus d'évolution, on n'est pas une erreur, et c'est juste qu'il faut corriger un peu le tir. Bon, là, ça fait 200 ans qu'on fait n'importe quoi depuis la révolution industrielle. On est sur une planète qui a 4 milliards et demi d'années. Donc, mais par contre, là, on est dans un truc où il y a que quelques années pour réagir. Et dans le bouquin, ils ont 3 ans pour faire accoucher de ce truc-là. Et moi, je pense que ça peut aller très vite à partir du moment où il y a des changements de paradigme et des changements de regard. Pour l'instant, on n'est que en train de changer le système et de changer les trucs extérieurs. Et donc ça, en fait, ça va être lent, tu vois. Mais à partir du moment où il y a un changement de regard sur le monde, sur la nature et sur les autres, ça peut aller extrêmement vite. C'est un pari, hein, je le reconnais. Mais moi-même, j'essaye de croire en ce pari en écrivant un roman qui a l'air vraisemblable. Et s'il est vraisemblable par les lecteurs, je me dis que c'est vraisemblable dans le monde entier aussi. Bien sûr. Et tu me fais une transition toute trouvée, c'est-à-dire que à travers la lecture de tes livres et puis pas mal d'expériences, parce que l'économie circulaire, ça fait 12 ans d'ailleurs aujourd'hui, 23 janvier, que j'ai commencé Circulab avec mes associés, que je salue au passage. J'ai compris en fait il y a quelques années, mais encore une fois ça a mis du temps, que c'est pas juste la qualité de tes prestations, c'est pas juste la qualité de ce que tu vas dire, etc. qui va faire la différence. Ça se joue dans les modèles mentaux. Toute innovation systémique se joue là. Et ça, mine de rien, j'ai mis un temps énorme à le comprendre, et malheureusement, je pense que la société, dans sa grande majorité, a aussi pas mal de freins, et c'est ce que permet précisément la lecture de tes livres. Et justement, pour faire ce shift, tu l'évoques très bien dans tes livres, il y a ces événements planétaires, ces événements communs qui font comme des électrochocs finalement, qui peuvent faire l'affaire, mais est-ce que tu vois d'autres éléments qui peuvent justement faire advenir ce changement de modèles mentaux? Ouais, donc pour parler déjà des modèles mentaux pour les auditeurs auditrices, l'être humain a une psyché et l'architecture de cette psyché, c'est très récent qu'on s'intéresse à comment elle fonctionne. Et il y a une partie consciente, une partie inconsciente. Et une grande partie des stratégies écologiques, et je l'écris dans le roman, s'adresse au conscient. Fais pas ci, fais pas ça. Ça marche pas parce que on va dire les habitudes sont gouvernées par ce qu'on appelle un système de croyances qui sont très liés à votre éducation et à qui vous êtes. Donc, si vous avez été
élevé dans une ferme bio avec des parents qui ont jamais pris de médicaments, etc., vous c'est probablement anti-vax, quoi. Et c'est pas et vous pouvez pas juger, c'est juste comme ça. Il y a pas de question. Bien sûr. Et vous vous soignerez d'une certaine manière, vous aborderez pas le monde d'une certaine manière. Donc il y a une question de système de croyance, et c'est très important déjà de comprendre que chaque individu a son système de croyance et qu'on voit pas la réalité de la même manière. Et derrière ce système de croyance, il y a ce qu'on appelle des worldviews, c'est-à-dire ça pour le coup, c'est presque des couches de logiciels partagées au moins par le monde occidental, etc., qui est une manière de regarder le monde, quoi. Et aujourd'hui, on joue très peu sur cette partie-là parce que on sait pas comment changer des visions du monde. Et moi, c'est toujours une partie qui m'a intéressé. Et c'était pour ça d'ailleurs que je m'étais intéressé aux changements cognitifs qu'ont eu les astronautes quand ils voyaient la Terre depuis l'espace, qui était un gros thème de Siècle Bleu et qui est à l'origine de notre ONG One Home, dont le but c'est de faire vivre aux gens l'overview effect, qui est l'émerveillement qu'ont eu les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace. Vous pouvez aller sur onehome.org, voir plein de vidéos, et en 4 ou 5 minutes, c'est des vidéos qui sont uniques de la Terre, prises de 1,5 million de kilomètres par un satellite de la NASA qu'on utilise et qu'on a mis en animation avec un ami qui s'appelle Michael Bocaray, avec un autre ami qui est designer, qui met une queue et toute une équipe. On a créé des expériences artistiques pour créer des moments. Et ce que je vois... Petite parenthèse, excuse-moi de te couper, sache que à titre perso, on réutilise régulièrement chez Circulab certaines images dans des formations, histoire qu'on arrive à saisir un petit peu les gens dès le début, quoi. Voilà, donc toutes ces images, elles sont libres de droit gratuitement. Donc ce que vous faites Circulab, vous pouvez le faire dans n'importe quelle entreprise. Et vraiment, nous, c'est ça qu'on encourage à faire, c'est que ça soit utilisé aux gens pour se rappeler que c'est là où on vit et que c'est merveilleux, quoi. Et ce changement de regard qui passe par sortir de la Terre. Alors, il y a un truchement technologique, évidemment, puisqu'il faut un satellite pour pouvoir se voir. Mais quand vous y pensez, c'est fou. C'est comme s'il y avait une petite cellule de votre corps qui avait décidé de faire un grand voyage pour voir à qui elle appartient. Et nous, c'est ça qu'on a fait avec nos fusées. Et avec ce projet One Home, on est les seuls à pouvoir donner tout le temps les dernières images de la Terre, c'est-à-dire à permettre à Gaïa de se voir elle-même. Et quand vous reposez le projet comme ça, vous dites « Waouh, c'est un projet qui est vraiment dans l'histoire du monde ». Et ce renversement, je pense qu'on n'en a pas pris la mesure. Et pour l'instant, il y a des gens qui se disent « Tiens, je vois la Terre depuis l'extérieur, c'est trop beau, il y a quelque chose ». Mais en fait, ce que vous voyez, c'est la créature auquel on appartient. C'est comme si vous rencontriez Brieux Safré, bonjour, enchanté, vous êtes là. Et ben nous, on rencontre Gaïa et nous, on est à la fois, on va dire, des humains qui font partie de cet organe de l'humanité que j'appelle Homo biosphéris ou appelons humanité. Et on est aussi, cette cellule fait partie de ce tout qui est Gaïa. Et vous pouvez voir Gaïa depuis l'extérieur. Et dans le bouquin, cette image de la Terre, on travaille sur ce truc-là pour qu'au fur et à mesure, cette croyance, parce que moi, je parlais du système de croyance. Alors les croyances, avec tous les trucs complotistes, etc., le mot croyance est un mot qui est galvaudé, mais moi je vous parle de ce qui vous anime dans les structures de modèle mental. Et en plus, c'est une croyance qui, pour moi, doit être prouvé scientifiquement, et c'est d'ailleurs ce que fait un des héros pour redévelopper les sciences biosphériques qui avait été imaginé par John Allen, l'inventeur de Biosphère 2, pour se dire comment on analyse non pas le système Terre, mais l'être vivant Terre, quoi. Et donc tout ce changement de regard, les héros et les millions ou centaines de millions de participants de la Révolution, ils sont dans ce changement cognitif. Et en fait, moi, ce que je montre, c'est que c'est au niveau du regard et du cœur que la révolution bleue se passe. Et à partir du moment où vous regardez plus du tout le monde de l'intérieur, tout devient hyper facile, en fait. Si vous le regardez plus de la même manière, tout devient hyper facile. Et c'est pas simple de convaincre des gens si je vous dis ça comme ça. Par contre, si vous lisez le bouquin et que vous vous dites, bah ouais, ça a l'air hyper facile parce que j'y crois à ce truc. Donc pour moi, le bouquin, c'est un laboratoire d'idées pour moi et aussi pour aider les gens à changer de regard, quoi. Au moins à mon échelle, quoi. Et justement, il y a une dernière notion que j'aimerais évoquer, que tu évoques évidemment dans ton livre et évidemment chez Circulab qui nous tient beaucoup à cœur, c'est tout simplement l'économie circulaire. C'est-à-dire que l'économie circulaire est un des moyens finalement pour faire advenir cette reconnexion du vivant ensemble, en symbiose, etc. avec Gaïa. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta vision de l'économie circulaire? Ouais, alors moi, la vision de l'économie circulaire
je l'avais découverte à l'époque dans Natural Capitalism, puis après ça avait été, je sais plus, McCandles là qui avait écrit le livre, du berceau From Cradle to Cradle, voilà. Et très vite, en fait, au départ, et d'ailleurs, je vois bien ce que vous faites, vous, chez vous, pour moi, ça s'est vite résumé au recyclage, au réemploi, un peu de conception, on va dire, éco-conçu, etc. Mais pour moi, ça va beaucoup plus loin, quoi. Et le concept de base de l'économie circulaire, pour moi, il remonte, en fait, aux travaux de thermodynamique de Prigogine, quoi. Et Prigogine, en fait, il se posait les questions que se posait déjà Schrödinger sur la nature de la vie, et de se dire, est-ce que finalement la vie est négantropique? C'est-à-dire, est-ce que la vie est quelque chose qui nie les forces de l'entropie, donc la seconde loi de la thermodynamique? En fait, la réponse de Prigogine, c'est que non. Tu vois, la vie, elle respecte, comme le reste, les forces. Je vais arriver à l'économie circulaire, mais je vais faire un détour par ça. Prigogine, il dit, en fait, on voit apparaître, quand on a un système dynamique qu'on alimente en énergie, des structures dissipatives, et ces structures dissipatives, elles sont pérennes, quoi. Et ces structures, c'est des structures d'un ordre supérieur qui apparaissent. Donc, par exemple, si vous avez un fluide que vous faites chauffer, vous voyez des espèces de structures apparaître. Et donc, lui, il a eu son prix Nobel de chimie et tout sur ses travaux sur les structures dissipatives, sur les systèmes ouverts. Et donc, un être vivant, c'est quoi? C'est un système ouvert qui consomme de l'énergie et qui maintient une structure. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que c'est une structure qui optimise on va dire, la création d'entropie, en fait, quoi. Donc, et on va peut-être définir un peu l'entropie pour les non-initiés. C'est une mesure du désordre, en fait, l'entropie, quoi. Et donc, le désordre va en croissant, mais vous avez ces structures-là qui sont comme des mini-îlots de structures. Mais les trous noirs, c'est pareil, c'est des structures, et les planètes, c'est des structures, etc. Et donc, une cellule ou un être vivant ou la biosphère, ce sont des structures qui consomment de l'énergie pour maintenir une structure. Mais ces structures d'ordre supérieur, elles émergent. On ne sait pas qui a fait émerger la biosphère, mais elle est là. On ne sait pas qui est-ce qui ordonne aux 30 000 milliards de cellules de vos corps et autant de vos bactéries de s'associer ensemble pour être vous-même, mais elles le font. Voilà. Et donc, il y a ces structures qui émanent, mais du coup, ça consomme de l'énergie. Et vous voyez, la biosphère, par exemple, au départ, elle a émané des roches, etc. Et elle consomme de l'énergie, elle prend de l'énergie du soleil, elle prend de l'énergie qui vient du sol, et on a créé tous ces êtres vivants qui ont été au départ vivants, complexes, pensants, conscients. C'est dingue, quoi, quand on pense, et nous, on est à ce niveau-là. Et en fait, l'humanité, ça pourrait être une nouvelle structure dissipative là-dedans, et en fait, l'économie, et c'est là où j'en reviens à l'économie circulaire, c'est le métabolisme de l'humanité. C'est-à-dire, le métabolisme, c'est dans un être vivant, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui lui permettent de se maintenir, et donc, aujourd'hui, le métabolisme de l'humanité, c'est l'agriculture, c'est le transport, c'est l'énergie, c'est tous ces trucs, la nourriture, voilà, toutes ces choses qui servent à l'humanité. Mais comme ça n'a pas été pensé pour être une structure optimale, ce truc-là est une gigantesque gabégie et une machine à produire des déchets, etc. Et si vous repensez à l'économie circulaire en se disant, OK, il y a la biosphère, OK, il y a l'humanité qui est un organe de la biosphère, OK, c'est une structure dissipative. Comment est-ce que j'optimise ça? En fait, vous pouvez pas le faire si vous répondez pas à une question qui est: quelle est la fonction de l'humanité? Quelle est la fonction de l'organe, tu vois? Et donc ça sera dans le tome 2 où je développerai ça. Mais il y a des fonctions dans cet organe humanité. Une part du moment où vous avez trouvé que on a des grandes fonctions et il n'y a pas eu le débat sur à quoi sert l'humanité. C'est un truc que j'ai vu nulle part, ni dans l'ONU, ni autre chose. Il y a les droits des humains, mais il n'y a pas les devoirs, il n'y a pas la mission. Et si on donne une grande mission humaine, et par exemple, ça peut être, moi j'en ai identifié 16, mais ça peut être par exemple d'aider la biosphère à comprendre ce qu'il y a dans l'univers, quoi, ou de comprendre la structure de la matière, ou d'aimer, ou de prendre soin. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on pourrait décider d'être comme le Petit Prince et de prendre soin de la planète au lieu de la détruire. On sait le faire. Il y a des centaines de millions de personnes qui le font déjà. On pourrait en faire notre rôle, quoi. Et à partir de ça, vous inversez complètement, puisque le projet humain, aujourd'hui, l'humanité est une structure complexe qui n'a pas exprimé son projet. Et du coup, et d'ailleurs, c'est le gros bug de l'humanisme, qui est le progrès au service de soi-même, c'est-à-dire de l'humain. Ben là, on arrive à un truc où, par la course à l'échalote, il n'y a pas d'autre but, quoi. Donc, on va se faire remplacer par des IA, on va mourir et tout, ça va être horrible et tout. Mais, pourquoi on fait tout ça, quoi? Et donc, cette question du pourquoi, voilà. Donc, pour moi, on ne peut pas dissocier, l'économie circulaire de cette vision thermodynamique ou cette vision, on va dire, d'organes, de corps, etc.,
deux grandes questions philosophiques là-dessus qui vont, si elles sont débattues et renseignées, changer la valeur de l'ordre des choses. Et après, on aura, je pense, la plus grande phase d'innovation qu'on n'a jamais connue. C'est-à-dire que le problème, c'est pas la technologie, c'est que notre technologie, elle est complètement rudimentaire. C'est-à-dire que on utilise des choses qui pour nous paraissent géniales, qui sont complètement inadaptées, c'est-à-dire qu'elles produisent trop de déchets et qui sont surtout complètement rudimentaire par rapport aux technologies du vivant. Si on compare la plus complexe des usines SpaceX avec une cellule humaine, en fait, cette cellule, elle est infiniment fois plus complexe. Prenez l'œil humain, va être super monofonctionnel, voilà. Alors que le vivant serait vraiment... Vous avez des organes qui ont une dizaine de fonctions. Le foie, par exemple, il produit des vitamines, il va filtrer des trucs et tout. Donc l'humanité pourrait avoir plein de fonctions. Donc voilà. Et ce qui est intéressant en anatomie, parce que j'ai regardé ça, mon père était chirurgien et tout, mais j'ai découvert ça récemment. En fait, on n'a jamais vu un nouvel organe se créer dans une espèce, quoi. Une espèce, elle a toujours un nombre d'organes. On ne s'est pas dit, tiens, on a trouvé un gars en Afrique qui a un espèce de nouveau pancréas et tout, on l'a jamais vu. Et on l'a observé il y a 2 ans sur des coléoptères, quoi. Et c'est quoi un nouvel organe? C'est des cellules qui ont décidé de se mettre ensemble pour faire quelque chose d'autre. Et pendant cette période de transition, à quoi ça ressemble? À un cancer, quoi. Donc, ce qu'on dit, ouais, l'humanité, c'est un cancer pour la biosphère. Si on le réexplique en disant, oui, mais on est en train de tendre vers une métamorphose où on va bâtir un organe, mais il faut avoir une vision du truc final, parce qu'il suffit pas de dire, et peut-être que c'est un cancer, mais si on lui donne pas une finalité, voilà. Donc, la question, c'est est-ce que l'évolution, c'est conscient ou pas? Est-ce qu'on peut évoluer consciemment vers quelque chose? J'en sais rien. Je sais pas si c'est quelque chose, mais si c'est quelque chose qui peut inspirer les gens et être de nature à faciliter la résolution de nos problèmes, faut aller vers ça. Mais évidemment, dans le roman, on montre que il y a plein de gens qui veulent pas aller vers ce collectif humain planétaire et qui, entre le chacun pour soi et le tous pour un, ils ont choisi l'autre. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant là-dessus. En tout cas, l'économie circulaire, pour moi, une fois qu'on l'inscrit là-dedans, ça devient voilà le concept du métabolisme et la force qui va nous pousser à réinventer, comme l'a fait la vie, des trucs incroyables, quoi. Et par exemple, un des énormes problèmes, c'est les emballages. Moi, je suis toujours sidéré qu'on n'ait pas réinventé la notion de contenant. Et quand vous regardiez la révolution néolithique, tout le monde pense à l'agriculture, mais une des grandes inventions qu'il y avait eu au néolithique, c'est la poterie, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas des pots, c'est-à-dire des trucs où les rats, etc., puissent pas rentrer pour conserver les trucs et que ça puisse pas être mangé par les rongeurs ou d'autres trucs, en fait, vous pouviez pas avoir de révolution néolithique. Bon, nous, on va quand même, à un moment, retrouver un truc qui a les mêmes fonctions que le plastique, mais qui soit biodégradable, etc. Il faudrait mettre tous les plus grands cerveaux. Et d'ailleurs, dans la Révolution bleue, ils se mettent ça comme défi, quoi. Donc, et je pense qu'on va trouver ce truc-là. On va trouver tout un tas de trucs. Et plutôt que de dire, il y a des trucs qu'il faudra arrêter de faire parce qu'il y a tout un tas d'entreprises c'est-à-dire, il faut pas tout réinventer. Il y a des trucs où c'est juste des gens qui ont joué avec nos affects négatifs pour nous vendre des trucs qui nous font sentir encore moins bien. Ça, le jour où on élucidera quelles sont les fonctions de l'humanité, ces trucs-là, ils s'arrêteront d'eux-mêmes, quoi. Bien sûr. Voilà. Et si vous dites, non, il faut arrêter ça, est-ce qu'il faut arrêter tel truc en cosmétique et tout? On va débattre pendant 3000 heures comme les services essentiels pendant le Covid. Si on a mieux à faire que ça, toutes les forces productives iront sur autre chose, quoi. Moi, c'est ça en quoi je crois. Mais c'est de toute façon, si tu reviens à la théorie des systèmes, la fonction d'un système, si elle est bien définie, si elle est bien partagée par les éléments du système, tout le monde va dans la même direction, quoi. Exactement, quoi. Et on peut y aller de manière, on va dire, avec des différences, chacun son regard pour enrichir. Ça veut pas dire qu'on est tous au garde à vous, un peu comme ce qui se fait en Chine en disant vous répondez aux ordres du Parti communisme, etc. Même s'il y a énormément de créativité en Chine et que ils sont certainement dans certains domaines encore meilleurs que nous ou déjà meilleurs et certainement demain encore bien meilleurs. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une fois qu'on a posé ces concepts-là, il y a une révolution créative qui reste à mener, quoi. Donc, complètement. Et je vais en finir avec 3 petites questions un petit peu plus légères. T'as fait la bande son encore une fois, et d'ailleurs, soit dit en passant, je me suis dit tiens, tu évoques tellement de morceaux de musique, j'ai commencé à faire la playlist sur Spotify, et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé si d'autres l'avaient pas fait, évidemment. Tu l'avais déjà fait. Ouais, donc vous pouvez la trouver sur Spotify et je vais essayer de la faire là sur Deezer et sur YouTube pour que les gens puissent la voir. Et vous trouverez ça sur le site révolutionbleue.fr, BLEUE.fr. Donc c'est là où on met tous les trucs, je mets tous les trucs sur de la documentation, plein de choses autour de la Révolution bleue. Et donc la playlist, elle est là-dessus. Moi, j'écris en musique.
et la musique, je veux pas vous dévoiler l'intrigue, a un rôle énorme parce qu'en fait, le monde fonctionne en résonance. Le monde est musique. Et quand je dis le monde, c'est l'univers, hein, depuis le Big Bang. Et que un des gros problèmes de l'humanité, c'est qu'on s'est coupé des vibrations du monde. On l'écoute plus. On le ressent plus. Et du coup, on met par exemple des produits, hein, pour rejoindre l'économie circulaire. Normalement, on met des produits, on devrait se dire, oula, ça crée de la disharmonie. Je fais une V2 qui va corriger ça. Enfin, la nature, elle crée des cycles, mais tu les crées pas du premier coup. Tu le mets, tu ressens, t'adaptes et tout. Et nous, on le fait pas. C'est-à-dire, si ça se vend, bah là, on va pas changer parce que là, on commence à gagner de l'argent, etc. Donc, le truc est absurde, quoi. Et le cœur, c'est l'organe du ressenti de la résonance. Et aujourd'hui, on utilise toujours des structures mentales qui nous mentent, en fait, sur notre vision de la réalité. Et tout ce qui est de nature à scier la branche sur laquelle on est en tant qu'entreprise, on va pas trop le voir, quoi, tu vois. Donc les activistes vont bien le voir, mais nous, non, c'est pas vrai et tout. Et en fait, donc pour moi, la musique est absolument fondamentale et elle est fondamentale dans ces moments de création de structures d'ordre supérieur en thermodynamique, etc. Vous voyez que les structures, la musique de quelque chose, et peut-être que c'est la musique de notre cœur qui fait que les 30 000 milliards de cellules qui coopèrent pour être vous sont là, quoi. Donc on n'a pas percé ça, et donc dans le roman j'explore cette question à la fois du langage de la nature, et il y a des chercheurs du MIT, notamment je crois que ça s'appelle Nouriel Slam, qui essayent de percer ça, c'est-à-dire quel est le langage de la nature. Et là, je pense qu'on est à l'orée de révolution cognitive totale, quoi, et de nouvelles façons de créer en osmose avec la nature. Et je pense qu'à un moment, ça va arriver, ce truc-là. Ouais, bah, on le souhaite. Mais alors, attends, juste, je reviens à ma question parce que tu as fait la bande-son dans les 3 livres, mais surtout dans le dernier. T'as bien décrit les héros pour un casting potentiel. Tu as écrit ça sous forme de scènes hyper intenses, etc., hyper courtes. À quand la série ou le film, quoi? Alors, il y a eu des discussions avec plusieurs producteurs pour Siècle Bleu, mais j'ai pas voulu le faire parce que une des questions principales, c'est qu'ils voulaient changer des choses dans l'adaptation et qui permettaient pas, par exemple, d'écrire la suite, quoi. Il y a eu un producteur qui voulait que Paul Garner, le héros, soit black. Il peut pas être black et représenter le Petit Prince. Bien sûr. Et donc, moi, je me suis dit, en fait, faut que j'écrive la suite parce que moi, et cette suite, eux me croyaient pas parce qu'elle n'était pas écrite. Donc voilà. Et puis moi, je l'ai pas écrit pour que ça soit adapté. Et les adaptations, il y en a des réussies et des pas réussies. Donc moi, j'ai les droits aujourd'hui. Puis s'il y a des gens qui veulent adapter, je discuterai avec eux. Si je sens qu'il y a la même émotion et qu'il y a la même intention surtout, bien sûr, peut-être ça se fera. Mais c'est pas une fin en soi. Je crois que le processus de lecture d'un livre est beaucoup moins passif que ça, mais à un moment ça sera peut-être utile, mais ça se fera pas tout de suite. Puis de toute façon ça met vachement de temps, ce genre de projet. Voilà, moi je suis sur un projet de documentaire avec les États-Unis, donc je peux pas trop parler, mais qui m'a fait rencontrer pas mal de gens à Hollywood et tout. Donc mais bon, on va voir. Mais là, pour l'instant, je dois finir d'écrire les 2 tomes suivants. Et pendant tout ce moment-là, je veux pas d'influence de gens qui me disent « ça serait bien que dans le tome, machin, il y ait tel truc ». Moi, je veux être libre complètement. Je trouve que c'est une liberté incroyable de pouvoir écrire un roman. Et du coup, ouais, je bouge pas trop là-dessus. Après, si demain, j'ai un coup de téléphone de Spielberg, je pense que j'irai, quoi. Enfin, voilà. Ouais, faut quand même décrocher, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à toi, Jean-Pierre, début ou milieu des années 2000, au moment où d'écrire ta première ligne de Siècle Bleu? Que j'ai eu raison d'être fou. T'es sur le point de l'écrire, hein. T'es seulement. Tu veux dire, attends, donc moi d'aujourd'hui, qu'est-ce que je dirais à cette personne si je pouvais le rencontrer? Pour lui dire, bah voilà, t'es en train de te mettre sur ton ordi, mettons en 2005 ou à peu près au moment où t'as commencé à écrire le livre. Peut-être que ce Jean-Pierre Gou de 2005, il a des hésitations. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire au moment de commencer cette rédaction? Change rien, tu vois. Donc fais ce en quoi tu crois, suis ton cœur, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, je veux dire, écoute pas tous les gens qui te disent que c'est pas possible, quoi. Et peut-être que cette voix m'a aidé parce qu'en fait, c'est un truc de ténacité. Enfin, c'est chiant pour votre entourage quand vous écrivez des ça, et puis c'est un truc qui prend vraiment de temps. Vous n'avez pas de week-end. Enfin, moi, j'ai pas pris de week-end depuis 3 ans, quoi. Mais parce que quand vous faites plein d'activités à côté, il faut du temps là-dessus. Mais
voilà, je pense que les messages, je les avais déjà. C'était vas-y de manière progressive, tu vois, ne sois pas à vouloir écrire un truc super dans la première version. Écris déjà ce que tu as en tête, tu t'amélioreras. Crois déjà que tu n'écris pas un livre tout seul, quoi, parce que en fait un livre, même si vous êtes seul à votre bureau, il s'écrit à travers vous. Et je pense que c'est à ce moment-là, enfin par exemple la deuxième moitié de ce bouquin-là, donc 250 pages, je les ai écrits en 3 semaines. Il y a un truc qui a changé en allant à un concert. Je me suis dit attends, là je vais tout changer, et je suis allé en intuition totale, quoi. L'éditeur, ils étaient terrorisés, quoi, tu vois. Et en fait voilà, je pense qu'il y a un moment, il y a des trucs qui se débloquent, et donc voilà, vous écrivez pas un livre tout seul. Il y a le monde qui parle à travers vous, et d'abandonner la possession. C'est-à-dire moi, ce livre maintenant, il est pour les autres. Moi, j'ai aucune mémoire de comment je l'ai créé. C'est-à-dire même si j'y ai passé 3 ans. J'ai l'impression que c'était un rêve, quoi, ce truc. Donc maintenant, il est aux gens. Donc voilà. Donc je sais pas ce que j'aurais dit, mais j'aurais encouragé cette personne en 2005 d'écrire, quoi. Et je pense que j'ai reçu ces encouragements parce que rien ne me prédestinait à faire ça, en fait, quoi. Mais en fait, sur le fond, tout me prédestinait à faire ça parce que tous les sujets dont je parle là, c'est des sujets qui me passionnent depuis que je suis tout petit et que je me suis jamais senti moi-même qu'en écrivant ce livre. Voilà. Excellent. Et toute dernière question, peut-être un peu ambitieuse, mais là, on va faire un saut dans le temps, mais plus dans le futur. Et comment on va souhaiter à tes enfants de faire des enfants, mais mettons quand tu seras en situation de discuter avec tes petits-enfants de sujets, disons sérieux, mettons allez, dans une trentaine d'années, si tes enfants ont 16 et 14 ans, comment tu présenterais tout ton travail, tout ce que tu as fait sur la saga Siècle Bleu et celle que tu es en train de faire, comment tu présenterais ça à tes petits-enfants? Je leur dirais que c'est un travail pour nous remettre à croire en l'humanité, quoi, et nous reconnecter à nos imaginaires et à notre pouvoir narratif, et essayer collectivement, parce que ça c'est que une version, mais qui nécessite d'être enrichie par tous les rêves de tout le monde, de se dire que on est nous-mêmes une histoire qui s'update tous les jours, et de participer à écrire la plus belle histoire qu'on puisse raconter entre l'humanité et la biosphère. Donc c'était ça l'intention, et je suis sûr que ça c'est que une chose. Il va y avoir des milliers de films, de récits, de trucs qui vont voilà, les gens ont pas envie de mourir, l'humanité n'a pas envie d'arrêter, quoi. Donc et je pense qu'on va avoir une prolifération de ce genre de récits, je l'appelle, et donc eux ils seront peut-être blasés en disant ah ouais, bah en fait comme tous les autres, quoi. Et puis comme ça aura réussi, ils seront blasés, mais voilà, je me dis que ça serait le mieux, tu vois. Et j'espère en tout cas qu'on sera pas dans un cas où le monde il sera. Moi, j'avais été horrifié et ça m'avait beaucoup inspiré le livre La Route, où il y avait un père et un fils de Conrad McCarthy, je crois qu'il s'appelle, l'américain. Ça a été porté au cinéma, et vous voyez un monde post-apocalyptique et un mec qui marche avec son fils dans un monde où tout le monde est mort, il y a quelques résistants, etc., qui sont là à s'entre-dévorer. Le monde de Mad Max, en fait. Quoi. Et moi, je peux pas, c'est pas possible. Je veux dire, si on va vers ça, c'est que l'humanité a pas utilisé ce qu'elle avait de plus grand en elle, c'est-à-dire son cœur, son intelligence, ses capacités relationnelles. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, mais de toute façon, on va vers ça. Et des gens au plus haut niveau, quoi. Qui vont dire, de toute façon, voilà, moi, j'ai récemment mangé avec des gens extrêmement connus dans ce pays, quoi, qui m'ont dit, mais de toute façon, en 2100, il y aura plus d'humains, quoi. Et je me dis, bah, tiens, c'est ça, les élites de notre pays, quoi. Je veux dire, à un moment, on peut pas se suffire de ça, et on peut pas non plus. La seule réponse n'est pas de casser le système, quoi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut, quoi? Qu'est-ce qu'on voudrait? Qu'est-ce que serait notre rêve, quoi? Donc, retrouvons notre capacité à rêver. Et voilà, si ce livre peut donner aux gens l'envie de rêver et l'envie de réaliser leurs rêves, le monde n'est fait que de rêves réalisés. Et je pense que c'est ça qui changera le monde. Voilà. Excellent.
Bah écoute, Jean-Pierre, un grand merci pour ton temps, pour la petite princesse et surtout bonne chance pour sa promotion et pour la rédaction du tome 2 et du tome 3 parce que comme on l'a compris, c'est un sacré effort même physique Ouais. et donc toutes nos bonnes ondes Je vais t'accompagnent. me laisser porter par la vague bleue et voilà. Mais merci pour cette interview et merci aux auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Merci. Merci et bonne route.